Merci Hubert pour l'opportunité d'abord de présenter également de coordonner cette réunion. Faut savoir où on est, faut savoir d'où on vient. Donc à Strasbourg, il s'est quand même passé pas mal de choses et il y a eu des pionniers. On parle de technologie, mais ces personnes à cette époque ont créé des technologies pour pouvoir faire avancer les choses. Je parle des prothèses vasculaires, on parle des endoprothèses également, qui sont maintenant notre outil du quotidien, et l'environnement dans lequel on travaille. On a pu le voir, les premières imageries, techniques d'imagerie étaient un petit peu rustiques. Les rayons, on n'avait pas l'impression de s'en préoccuper, on n'avait pas de masque. Aujourd'hui, on est dans un environnement tellement plus complexe qui nécessite également d'être sécuritaire pour le patient. Alors, tout va très, très vite actuellement, plus que jamais. Euh, L'idée, et ça, c'est pas une obsession, mais une interrogation extrêmement importante pour moi de savoir si on tient toujours compte de la sécurité du patient. Et là, ça va aussi dans le concept, je dirais, de la recertification des médecins, où certes, il faut avoir des connaissances, mais toujours être certain qu'on est sécuritaire et qu'on contrôle le risque chirurgical. Ça, c'est venu pour moi quand j'ai commencé, j'étais interne, j'ai vu ce type de prothèse déchirée et que finalement tout le monde s'en moquait totalement. On utilisait les outils, c'était pas bon pour le patient, mais finalement ça intéressait personne. Donc c'est là que j'ai commencé à monter le G-Provas. À l'époque, G-Provas, parce que ça n'intéressait que le vasculaire. Aujourd'hui, c'est MED parce que l'ensemble de la problématique et de l'approche, elle est inclusive. On ouvre ça à toutes les spécialités. L'ophtalmo est extrêmement impliqué. Il y a aussi maintenant l'orthopédie, comment dire, avec Philippe Liverneau. Et on avance toujours aussi, tout doucement, en gynéco-obstétrique. Ce que j'ai essayé d'imaginer pour la protection du patient, c'est le cycle de l'implant. Et ce qu'on fait, on a quatre plateformes. Une plateforme de test, vous avez vu Jérémy qui a travaillé sur des évaluations de matériaux, on évalue également les explants, mais on essaye de créer. Actuellement, j'ai 9 brevets qui courent et qui sont utilisés, dont 2 sont utilisés dans des entreprises françaises. La deuxième approche, c'est l'éducation. C'est fondamental. Vous l'avez vu, les technologies vont tellement vite qu'on ne peut pas rester sans se former. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours titillé, sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui, dans l'approche qu'on essaye de développer à Strasbourg. On fait aussi du suivi post-market, c'est aussi important d'être présent à ce niveau-là. Et il y a toute notre activité d'analyse d'explants. On a la plus grosse base de données au monde. On a plus de 2000 prothèses explantées. Et tout à l'heure, on l'a vu avec Salomé, notamment sur les stents. Alors, est-ce que lorsqu'on entre dans la salle d'opération, on est sécuritaire pour le patient? Pour moi, l'éducation, c'est la pierre angulaire d'une vraie pratique d'excellence. On l'a vu, la chirurgie vasculaire, elle a énormément changé. On était en open, on arrive de plus en plus en mini-invasif endovasculaire. Fabien l'a dit, 45, 10, 45. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ça, c'est un cas. Aux États-Unis, c'est 90, où il y a des gens qui sont dans un extrémisme absolu. Mais si on met tout sur la diapo de droite en endo, qu'est-ce qui reste à gauche et qu'est-ce qui reste en matière d'expertise s'il faut convertir un patient? Et donc, c'est absolument fondamental d'envisager notre profession, notre travail pour le patient de manière globale. Et c'est d'où l'intérêt de garder en tête la chirurgie ouverte. Alors moi, une question que je m'étais toujours posée, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre des gens comme nous, des seniors, et des internes qui arrivent fraîchement? Et comment on peut comprendre euh, ce fossé pour pouvoir les faire avancer le plus vite à un statut de senior. Alors, où est-ce qu'on doit s'entraîner? L'image où la dame est dans son fauteuil, c'est une image comment dire, d'un flyer de promotion d'un industriel où on dit, prenez ça, vous allez faire ça dans votre salon, ça va être parfait. Ou alors, on s'installe sur des tables avec plein de personnes et puis les gens bricolent des trucs. Il y a un senior qui passe derrière eux en leur disant, bah, écoutez, c'est bien, continuez. Moi, je fais passer l'examen européen. Ils font une anastomose en une demi-heure. Disons qu'en une heure, les gens font 60 points. Non, on est enfin. Des erreurs comme ça, j'en ai pas souvent. Notamment distinguant deux choses, et on le sait, nous qui opérons, c'est la dextérité, que ce soit en open ou en endo, et la connaissance des procédures. Ce que l'on fait, pour moi, les bases, c'est il faut travailler, pas jouer. C'est extrêmement important, d'où le réalisme. Il faut des évaluations objectives. Il faut être capable de faire en sorte qu'on puisse transférer l'expertise de l'éducation à la clinique.
Il faut distinguer habileté et procédure et distinguer enseignement et évaluation. On a commencé en chirurgie endovasculaire à pouvoir faire des captations d'images en situation de réalité avec des débriefings secondaires. On avait donc un support pour pouvoir comment dire, débriefer l'étudiant. L'évaluation a été faite, j'avais passé un bel été à Stanford en 2009, sur des OSATs, des feuilles de prise de données extrêmement sélectives, où on inclut tout, les mouvements du guide, on a la communication avec l'anesthésiste, l'information, on demande l'héparine, tout ça c'est noté. Donc il y a l'habileté et il y a la connaissance totale de la procédure. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Lorsqu'on veut travailler sur l'habileté, avant de faire la procédure, il y a un logiciel d'EngioMentor qui est maintenant a été modifié, qui permet de s'entraîner à cannuler, cannuler, cannuler. Et ça, c'est la dextérité, comme suturer, suturer, suturer. On a commencé aussi à travailler sur la notion de stress. C'est quelque chose qui est important, ça va dans mon sens, dans l'idée de bien-être et de savoir que l'on sait faire quelque chose. Ça, le pire qui puisse exister, c'est qu'on sache faire et qu'on ne sache pas qu'on le sait et qu'on arrive avec la peur au ventre en travaillant. Donc, on a travaillé sur le stress en utilisant différents types de personnes. Et qu'est-ce qu'on constate en fait? C'est que le temps de réalisation de toutes les tâches, il était plus rapide avec les internes avancés que chez les seniors et les débutants. Bon, peut-être qu'ils ont plus l'habitude d'être des geeks. Après 5 simulations, les internes avancés étaient capables de rejoindre le niveau des experts en termes du temps de réalisation et des mouvements du guide. Mais heureusement, les experts avaient une manipulation beaucoup plus précise. C'est des choses qu'on peut quantifier avec des analyses de la machine. Donc, les experts savent faire quelque chose, finalement pas si mal. Mais si on s'intéresse au stress, en faisant des études du stress aux experts via des échelles de Likert, bah, nous, on n'était pas stressés pour faire les procédures, en tout cas moins que les débutants. Mais si on évalue le stress en utilisant donc, l'ANI, l'évaluation du tonus parasympathique, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les experts semblent plus stressés. Et là, ça ouvre une autre porte. Qu'est-ce qui est du stress? Qu'est-ce qui est de la concentration? Et lorsqu'on travaille dans un environnement comme ça, c'est quoi la question? C'est de dire, est-ce que ce que l'on apprend, ça va être utile en clinique? Alors, on a fait une étude, on a évalué 200 procédures simulées dans un environnement réaliste, où les gens parlent, demandent les parines, etc., par rapport à 200 procédures simples de dilatation iliaque en crossover et d'anévrisme simple, donc d'EVAR. Alors, c'est sûr que le temps opératoire, il est un peu plus lent dans la chirurgie ouverte que sur le simulateur, mais si on s'intéresse au temps où on presse sur la pédale pour faire la scopie, on a exactement la même durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on travaille en simulation pour faire mieux, alors ils feront mieux en clinique lorsqu'ils auront à travailler. J'ai dit le réalisme en chirurgie ouverte, moi je ne suis pas totalement convaincu d'être assis avec la cravate sur la table en train de faire une carotide sur un morceau de plastique. Et c'est clair que s'entraîner à faire des sutures, la photo de gauche, on le fait avec nos étudiants en médecine, mais on essaie de développer une acuité chirurgicale chez moi. M'opérer d'un anévrisme, on aura tendance à avoir les instruments un peu plus verticaux que chez toi, par exemple, Frédéric, où ils sont plus horizontaux. Et on sait que quand c'est horizontal, c'est un peu plus facile à travailler. Donc, on a aussi essayé de parler, d'évaluer, hormis le c'est pas mal les gars, c'est les formulaires d'évaluation, donc structurés des procédures. Donc, je faisais partie d'un groupe aux États-Unis, on faisait un certain nombre d'évaluations et on a étudié quasiment 300 évaluations de clock face. C'est une suture, on doit tourner et respecter ces choses-là qui ont été évalués subjectivement sur l'isosat. Et d'autre part, on a calculé toute l'erreur qu'il y avait par rapport au point idéal on devait perforer. Et donc, on a ce genre d'erreur. Et qu'est-ce qu'on voit? Si on veut comparer deux évaluateurs, on a une variabilité qui est significative, donc inter-évaluateur. Mais on a fait passer un certain nombre de seniors où on a donné, avec une semaine de différence, de manière tout à fait aléatoire, 50 évaluations à faire. Il y a aussi une variabilité intra-opérateur. Et si vous regardez cette corrélation entre la qualité
en analyse d'image du produit final, vous apercevrez que des gens qui avaient un très mauvais score avaient en fait une erreur cumulée qui était bien meilleure, bien plus faible que les gens qui avaient un 5. Donc, il faut pouvoir avancer. Alors, la qualité du produit final, c'est quoi pour nous lorsqu'on fait une élastomose? Idéalement, il faut que ce soit étanche. Donc, de nouveau, on a comparé, on a demandé à des experts d'analyser plein de vidéos pour donner leurs sentiments. Et on a essayé d'évaluer l'étanchéité en utilisant du glycérol à même viscosité. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que, heureusement, les experts sont plutôt meilleurs que les débutants, mais finalement, à peu près pareil avec les chefs de clinique. Ça veut dire que la ligne, la courbe de progression, c'est peut-être pas d'aller jusqu'à expert, c'est peut-être plus court qu'on l'imagine. Ça, c'est un premier point. Oui. Ensuite, c'était nos premiers travaux sur, on a fait de l'analyse d'image qui va nous permettre de savoir quelle est la qualité de la suture. Et quand on évalue les temps d'anastomose, ben, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ben, nos jeunes chefs de clinique veulent aller plus vite que nous. Bon, les pauvres débutants, ils mettent du temps. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que les experts, spontanément, font plus de points. En mode prothèse contre prothèse. Parce que quelque part, on sait que c'est du PTFE, on sait que ceci et cela. Donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte et au bout du compte, comment dire, on peut évaluer, je dirais, la qualité de l'étanchéité entre les procédures. Si on compare la procédure par rapport à la note des OSAT, on a une tendance, mais elle n'est pas extraordinaire, c'est plus un nuage qu'une courbe. Alors là, maintenant, on travaille de manière automatisée pour avoir des algorithmes et des analyses d'images pour avoir immédiatement donc ces mesures de variance sur la longueur des fils, sur l'espacement, sur l'orientation. Et on l'a développé finalement à se dire, voilà, plutôt que de faire 60 points en 1 heure sur des anastomoses non contrôlées, on va leur faire plein de points très vite. Et là, on leur met un dynamomètre dans les pattes. Et tout ce qu'on fait, ils ont un feedback sur savoir quelle est leur douceur lorsqu'ils opèrent. Et on voit qu'il y a des courbes très différentes. Il y a des gens qui sont plus doux, avec des fois des pics. Il y a des gens qui, avec le temps, font plein de points, mais à la fin sont de plus en plus rough sur leur suture, et d'autres qui finalement s'améliorent. Donc tout ça, ça m'a initié, ça m'a fait penser, alors des fois qu'on est un peu rêveur, ça fait provocateur, à penser au concept de satellite. Lorsque on veut former des gens, bah on peut en enseigner 10 en même temps, mais pour les évaluer, c'est du un pour un. On a beaucoup de travail, ils ont beaucoup de travail, il faut trouver du temps en même temps, c'est impossible. Et en plus, quand on évalue quelqu'un, il y a forcément une interaction. L'apprenant, il vous regarde pour chercher dans vos yeux l'approbation du maître, d'où l'idée de faire un système où l'apprenant est évalué sans personne. Donc c'est ambitieux et de créer une espèce de moulinage de données, d'algorithmes qui vont faire que l'expert, l'enseignant, aura ça sur sa tablette et pourra faire comme un reviewing, une analyse. Pour ça, on utilise un certain nombre de données. Ça, c'est le labo avec une salle d'op, mais là, on est en train d'en créer 2 autres qui sont prêtes dans 15 jours. On traque la mobilité sur le sol. Ça, c'est important, notamment en travail d'équipe, avec l'infirmière qui fait des tours. On traque, vous voyez ici en même temps, le stress, le squelette et la mobilité. Et on sait pour une personne ce qu'il a fait pendant sa procédure. On traque également les mains. Donc, actuellement, je me concentre sur 2 choses. C'est que la machine soit capable de dire combien de fois je suis rentré, je suis sorti. Si on doit faire 10 points, normalement, on doit faire 10 allers-retours. Et de pouvoir traquer automatiquement. J'ai remis mon aiguille avec la pincette et je ne l'ai pas tripoté dans mes doigts pour pouvoir la remettre. Donc voilà ce qu'on est déjà en train de faire. On est en train aussi d'étudier le mouvement de rotation, parce qu'un point, ça doit tourner, ça ne doit pas être fait à l'arrache. Donc on a tous ces projets d'algorithmes qui sont développés, et je vous montre juste ça, un petit morceau. Attendez, ouais, attendez, moi je voulais... Ah oui. Non, je voulais juste avancer. Est-ce que j'ai mon... J'ai pas la... Ah, bon, c'est globalement tout le marché d'éducation. Ça, c'est plus loin. Donc, bon, je vais passer. L'idée, c'est qu'un étudiant va pouvoir choisir sa session.
il a choisi automatiquement, il rentre, il fait sa procédure, il met son produit final dans un Ziploc, il s'en va, tout est mouliné par les algorithmes, ça arrive sur la tablette de l'expert. Alors, ma finalité des choses, c'est de penser comme des technologies qui existent déjà et faire le lien avec la salle d'opération. Donc, on a déjà des technologies qui permettent de traquer les personnes et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec une salle d'op. On a deux qui se construisent, en plus de celle-là, où on a des multicapteurs, audio, tracking et compagnie, qui permettent d'être connectés à la salle d'opération et de créer un véritable outil de simulation, comme on a dans un simulateur de l'aviation, qui permettent de contrôler le risque chirurgical. Donc, ça, c'est les salles qu'on est en train de faire. Elles sont finies dans 2 semaines, des vraies salles d'op. Donc, on vit une période incroyable, on l'a vu en termes de technologie avec l'IA. On doit réellement prendre la notion d'excellence et de sécurité pour les patients. Et donc, on doit être les promoteurs et ne pas se les faire imposer des modèles de certification que nous devons forcément avoir, comme dans toutes les autres spécialités et les autres professions. Je vous remercie. Merci. Je crois que tu as ouvert un nouveau chapitre du travail qu'on a organisé avec l'Académie de chirurgie pour les rencontres internationales de la chirurgie francophone. Je te fais, je t'offre ce livre sur la formation pratique des opérateurs, dans lequel il y a la plupart des écoles de chirurgie ont contribué, et sur des thématiques en particulier sur le contrôle de la performance des opérateurs dans le cadre de la simulation sur euh, synthétique ou de la simulation sur organes vivants, biologiques. Et donc, il y a aussi les performances procédurales et les soft skills, hein, les compétences, la capacité de résister au stress, etc. Ce que vous avez très bien mesuré. Je trouve que les outils là, que vous avez développés ont l'air d'être extrêmement attractifs, intéressants. Magnifique. Bravo. C'est que le début, hein, c'est pas. À Il y tous. a plusieurs questions. Vas-y, vas-y. Jean-Claude, Non, d'abord. moi, je suis vraiment très intéressé par ce travail, hein. Je connais un petit peu, mais je trouve qu'il est formidable parce que c'est très difficile sur le plan conceptuel d'imaginer comment le travail initial de Car Syntax, c'est-à-dire d'enregistrement dans les salles d'un certain nombre de paramètres, peut produire un produit ou produire quelque chose d'utilisable. Donc, je pense qu'à travers toute la réflexion que tu nous as montrée, c'est-à-dire véritablement ces éléments, et c'est vrai pour d'autres domaines que celui de la formation, voilà, on nous a pas expliqué ou montré quelle était la construction qui permettait à la suite d'utiliser, je veux dire, l'ensemble de ces datas prises par les objets connectés, etc. Voilà. Merci. Ce que je pense, c'est que des outils comme CareSyntax, on a eu beaucoup de discussions, et sans rien je veux dire, caché. On est en train de travailler avec une boîte française qui construit des salles d'op et une autre structure qui gère des flux et qui sont intéressés par l'approche, car Syntax est peut-être trop avancé n'est pas finalement été très intéressé, mais finalement n'est pas trop. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de se dire que les industriels proposent un produit. C'est à nous de proposer les choses. Parce que on sait, on les connaît, les situations à risque, par exemple. On veut faire de la graphie, on est proche de l'arceau, il y a des choses comme ça. Il y a des moyens, c'est nous qui les connaissons, ces structures-là, parce qu'on se fait avoir, on les oublie de temps en temps, de créer des outils qui disent warning, tu déclenches pas là tant que quelqu'un n'est pas parti. Non, je peux pas faire autrement, je lève la sécurité. Il y a plein de choses comme ça où c'est à nous de faire plutôt que d'avoir une usine à gaz qui vous dit je vais vous mesurer quand vous bougez et compagnie, c'est à nous d'identifier les situations à risque pour leur dire il faut que vous les détectiez. D'où l'idée qui me tient tellement à cœur, c'est de connecter la salle de simulation, c'est des vraies salles d'op, hein, sauf qu'il y a un tapis intelligent en plus, mais il n'y a pas de, comment dire, de cinétique, c'est trop lourd, et là c'est beaucoup trop cher. Et on a cette façon, ce qu'on veut, c'est nourrir le, comment dire, la clinique avec son découvre en simulation et vice-versa, utiliser ce qu'on découvre en clinique pour nourrir les algorithmes de simulation et entraîner les gens dans les scénarios, les entraîner, les entraîner. On va le faire avec les infirmières et aussi pour les équipes. Donc c'est ambitieux, mais là, il faut qu'on y arrive. Ce sont des blocs miroirs.
Tout à fait, c'est les vrais blocs. C'est les mêmes qui construisent ailleurs. Cher ami, question? Oui, merci infiniment pour cette vision optimiste de la simulation. Moi, je suis clinicien, enfin, je suis médecin, je ne suis pas chirurgien, mais euh, l'interrogatoire des patients avec la simulation enfin, sur des mannequins, c'est pas top, je crois, mais en tout cas, là, c'est absolument génial, je trouve. Et d'un point de vue d'expertise judiciaire, qui est une de mes activités, je trouve que former des gens de la façon dont vous l'imaginez, c'est parfait. Et pourquoi pas, pour éviter d'éventuels conflits ultérieurs, le faire en temps réel pendant des vraies opérations. Parce que comme ça permettrait d'avoir exactement d'analyser les données. Alors, c'est aussi comportement peut-être. réel. C'est peut-être aussi se donner le bâton pour se faire battre. Parce que après, on dira, vous avez bougé de 3 millimètres, il fallait bouger de 2 millimètres, donc, boum, sanction, etc., etc. Mais il y a une réflexion à avoir, à mon sens. Je dis ça parce qu'il y a un des chirurgiens vasculaires, je crois, cardiovasculaires, qui avait essayé de monter aussi un logiciel de repérage dans l'espace par des caméras, pas par les dispositifs astucieux que vous avez montrés, pour dépister les fautes d'asepsie. Voilà. Et donc, avec les infections nosocomiales derrière. Et donc, il y a tout un. Je dirais que l'alimentation de ce système sur le plan financier pour le pour le créer, pourrait reposer sur l'évaluation moyenne des indemnisations données aux patients en cas de, par exemple. Enfin, ça peut être une réflexion à monter peut-être avec les assurances, je ne sais pas. Je pense que c'est leur responsabilité de pouvoir être partenaire. Il y a aussi une question, il y a j'aurais une petite réponse et une autre. C'est une question de culture. Dans le service, ils savent qu'ils ne pourront pas suturer une artère s'ils n'ont pas le permis de suturer. Donc, il y a un programme qui est fait. Salomé s'en occupe le vendredi. Il y a un tour de rôle, c'est géré. Vous devez être au centre de formation. La deuxième chose, est-ce que nous, en tant que chirurgiens, on est tellement supérieur à un maître nageur qui doit être recertifié tous les ans, comme quoi il est capable de réanimer? Est-ce qu'on est supérieur à un pilote de ligne qui, lui, a une boîte noire où on a tout ce qu'il en est? Pour moi, on n'y coupera pas. Je veux dire, alors soit nous, on invente les choses pour qu'elles aient un sens clinique, ou comme tout le reste, on se fera imposer par un technocrate, un truc complètement foireux, où là, on risque d'être en permanence exposé à du gros n'importe quoi. Alors, pardon. Donc, je te laisse continuer parce que tu étais en conversation. Non, mais juste un mot, c'est exactement l'histoire des groupes hospitaliers territoriaux. Quand ça a été mis en place, notamment par Édouard Couty, avec le volontarisme qu'imposait la loi, enfin, que suggérait la loi, ça a donné des résultats remarquables. Quand ça a été imposé par l'administration, on n'est que dans un millefeuille administratif qui fait chier tout le monde, quoi. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a Frédéric Vin et puis notre vice-président. J'avais une question concernant l'évaluation que vous faites. Si, par exemple, vous apercevez qu'au bout de 2 mois, le temps de suture, la suture est de mauvaise qualité et que ça ne va pas, que ça a un temps qui est tout à fait différent des autres intervenants, des autres opérateurs. Je vais vous prendre l'exemple de ma succession où j'avais formé un de mes collaborateurs qui devait prendre ma suite. Je lui ai appris pendant 1 an au bloc opératoire. Il est venu à chaque fois, au moins 3 fois par semaine au bloc pour apprendre à faire des procédures endoveineuses. Il a été incapable lorsque je l'ai laissé tout seul. Au bout de 3 fois, il était incapable. Que faire? Ben, c'est la courbe de Gauss. Hein. Il y a des gens qui sont incapables, il y a des génies, et pour se déplacer vers la droite, il faut travailler. Alors, attends, il y a Hubert qui veut faire un commentaire. Et à la fin, moi, j'aimerais faire un petit commentaire commun de l'ensemble des chirurgiens qui avons une compétence particulière, c'est notre formation digitale, notre compétence au bout des doigts, qui ne peut se faire qu'en salle d'opération, sur du patient vivant, sur du tissu vivant, avec du sang, etc. Et ce que dit Bernard de Vauchel, avoir des yeux au bout des doigts, c'est-à-dire qu'on est capable finalement, par l'expérience acquise, à avoir une anticipation par la palpation, par le toucher. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce que j'ai dit, il y a l'habileté et il y a la procédure. L'habileté, je veux dire, quand c'est comme gravir une montagne, je ne fais pas ça là, mais c'est lorsqu'on va arriver sur la horte, c'est d'être capable de suturer vite, bien, propre. Et ça, il ne faut pas attendre d'avoir fait 50 malades, ou mieux avoir fait 300 anastomoses au préalable. Je suis d'accord, totalement certitude. d'accord. Ça, c'est l'habileté. Et c'est une obligation, et ce n'est pas aléatoire. Ouais.
Par contre, il y a le reste de la procédure. C'est clair que quand on opère, qu'ils opèrent quasiment tout, ils sont aidés. Chez nous, ils opèrent quasiment tout. Si des fois je mets ma main autour comment dire, je m'approche du collet aortique en open, ils me tapent sur la main parce qu'ils savent très bien qu'en 2 minutes, ça va être disséqué. Donc, il y a ça qui est important. Cette partie qui est subjective, qui s'apprend. On a parlé de feedback haptique. C'est aussi ça, ça compte. Mais très clairement, je veux dire, on ne peut pas imaginer quelqu'un ne sache pas faire une anastomose à toute vitesse je dirais une structure et on peut modifier, rajouter des calcifications, rajouter des choses simples. Mais très clairement, pour revenir aussi à la discussion, on peut dire, voilà, ça fait 20 fois 50 fois qu'elle n'est pas étanche. Pourquoi? D'abord, regarde, tes points, ils sont complètement de travers, tes espacements, tu dois travailler l'espacement, l'espacement, l'espacement. Une fois que tu auras fait ça, ce ne sera pas une appréciation globale. Ouais, regarde, c'est pas terrible ton truc, hein. C'est là-dessus, il faut que les gens puissent identifier le point sur lequel ils doivent travailler. Et c'est pas facile, on n'a pas du tout, je ne suis pas en train de dire qu'on a la solution. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément et il faut décomposer tout dans une intervention. Quels sont les éléments sur lesquels il faut travailler? C'est un peu mon approche. Hubert Joannet. Je rebondis un peu sur l'enregistrement exhaustif des vidéos opératoires, que ce soit d'ailleurs que ce soit des Je sais pas si ça marche. Oui, oui, l'enregistrement vidéo exhaustif des process opératoires, que ce soit des ciels ouverts ou de l'endoscopie, l'endovasculaire. En fait, est-ce qu'on peut s'en servir? Parce que on bute tous sur l'histoire du TAC, c'est-à-dire que revoir une intervention, ça dure 2 fois plus longtemps que l'opération elle-même. On n'a aucun signal, repère. Est-ce que tu as des process, ou est-ce que tu as des systèmes qui te permettent, lors d'une intervention, d'un enregistrement, quel qu'il soit, de dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bah, là-dessus, c'est mon rêve, c'est sur lequel on travaille, c'est de se dire une opération d'1 heure que l'étudiant fait tout seul dans son coin. Les algorithmes vont détecter, par exemple, on va pouvoir dire, t'es rentré dans la boîte 40 fois pour faire 10 points. On sait que tu as touché la prothèse 20 fois pour faire 10 points de suture. Et on sait que tu as fait tant de fois, tu as bricolé ton aiguille, fait un effort, c'est pas comme ça qu'on fait. Tout ça, ça peut donner des métriques automatisées. Ça veut dire qu'à un moment donné, mon grand délire, c'est qu'on est sur une tablette, sur l'ordinateur, quelqu'un qui ferait comme un reviewing entre 2 avions, entre 2 cas. Il est toutes ces choses-là, les métriques qui comptent devant lui, il regarde, il est le passif, le passé, il est la courbe de progression, en gardant une interface humaine. Je veux dire, c'est fondamental, où la personne va lui dire, écoute, là, regarde, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Il faut qu'il y ait ce compagnonnage. On ne peut pas se passer de ça. C'est fondamental. Il y a aussi, quand je parle de stress, il y a la confiance. C'est pas drôle comme métier, des fois, chirurgien, hein. Quand on a un gros pépin, on est des fois, ce que j'explique avec les plus jeunes, on a des grands moments de solitude en salle d'op, surtout quand ça saigne. Donc, la confiance est un élément extrêmement important. Et ça, la dimension humaine, c'est celle-là qui peut la donner. Donc, c'est complexe. Il y a des outils. Là, on a maintenant un doctorant et un autre ingénieur qui vont travailler là-dessus. On va avoir des équipements et on va s'investir là-dessus. Écoutez, merci, mille merci à tous et bravo pour cette magnifique session qui montre à quel point tout le monde évolue dans le sens du progrès. Et donc, ça, c'est magnifique. Et l'Académie de chirurgie aime bien recevoir les porteurs de progrès. Je peux vous inviter à l'occasion. Bien sûr. Bravo. Et comme d'habitude, on dira que la séance est suspendue, parce que l'Académie ne s'arrête jamais depuis 1741.